Hotep, la grande famille Kamit. Je suis Emile Fometio. Je suis le président du parti politique camerounais, la Ligue des masses pour la Renaissance africaine, la Limara, et je suis l'un des responsables de la Ligue associative africaine. Il m'a semblé nécessaire aujourd'hui de venir vous exposer mes travaux sur le calendrier Kamit. Et cela, ça fait déjà beaucoup longtemps que la problématique sur ce calendrier revient de plus en plus et il était temps qu'on puisse échanger et que les comités puissent voir tous les travaux faits, puissent voir les travaux faits dans ce sens. C'est pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à vous exposer les travaux et qui se sont appuyés sur d'autres travaux. Avant de commencer le calendrier Kamit, nous rappelons à la grande famille Kamit que notre renaissance s'appuie sur nous-mêmes. Mon organisation, la Ligue associative africaine, a lancé des projets économiques où vous pouvez investir pour fructifier vos revenus tout en contribuant à la renaissance, à notre renaissance. Parce que cette renaissance n'est pas quelqu'un qui viendra la faire à notre place, c'est nous qui la ferons. Soit nous la faisons, soit nous ne la faisons pas. Nous faisons également d'autres formations en journalisme, en économie politique, à la pensée philosophique et surtout la pensée kamite et autres. Donc, si vous voulez vous former, vous pouvez nous contacter, soit en bas de cette vidéo, soit à travers notre site web, la Ligue associative africaine, ligea.org. Sans traîner, passons donc au vif du sujet d'aujourd'hui, le calendrier kamite. Et en guise d'introduction, le calendrier kamite est le plus ancien des calendriers utilisés au monde jusqu'à présent. Il n'y a pas un calendrier plus ancien que le calendrier kamite. Et ce calendrier a été inventé par nos frères les Noirs, et les Kamites, de l'Égypte pharaonique. Jusqu'à aujourd'hui, il ne se fait plus de doute que c'est nous qui avons bâti la puissante civilisation d'Égypte pharaonique. Certaines civilisations ont voulu s'attribuer la paternité, mais les événements, les faits ont prouvé qu'ils avaient tort. Donc aujourd'hui, il ne se fait plus de doute. C'est nous qui avons bâti cette puissante civilisation de l'Égypte pharaonique. Donc c'est nous qui avons inventé ce calendrier. Et pourquoi utiliser l'adjectif Kamit? Puisque Kamit va en fait dire noir, ça vient de Kemet, Kemt. En fait, les anciens Égyptiens voulaient dire à tous ceux qui les épouent, la race qui a conçu cette grande civilisation. D'ailleurs, ils appelaient leur pays Kemet, qui veut dire le pays des Noirs. Il n'y a pas que l'Égypte pharaonique qui l'a fait, même l'Éthiopie l'a fait. Parce que toutes les grandes civilisations nègres qui ont émergé ont toujours voulu rappeler à l'humanité la race de ceux qui ont bâti ces civilisations, c'est-à-dire des Noirs. Ils ont toujours voulu laisser leur race, leur race. D'ailleurs, ils se considèrent d'ailleurs comme la race, ils se considéraient comme la race supérieure, parce que dans la classification des races, les Égyptiens venaient, la race noire était en première position, et puis dans la race noire, faisant pas différence entre les Égyptiens et le reste de l'Afrique. Et donc, la race noire, c'est toujours considéré comme l'aîné de la création. Et d'ailleurs, elle est l'aîné de la création. Même la science a, on parle de l'aîné de la création, donc l'aîné de l'aîné. Bon, la science a montré que les autres races sont plutôt issues de la race noire. Ce n'est plus un débat. Tous les grands scientifiques le savent. Mais l'autre là n'est pas le but de notre communication d'aujourd'hui. Le but de notre communication, c'est le calendrier kamite, qui est l'un des héritages des anciens Égyptiens. Le calendrier kamite est un calendrier basé sur le lever héliaque de l'étoile Sirius. Donc, chaque peuple a trouvé les moyens de mesurer le temps. Chaque peuple l'a fait. Notre calendrier, la mesure du temps de nos ancêtres reposait sur le lever héliaque de l'étoile Sirius, encore appelé Sigitolo ou bien Sotis.
ou bien Alpha Canis Majoris. C'est toujours la même étoile. Nous rappelons que l'Égypte a utilisé, nos ancêtres égyptiens ont utilisé plusieurs calendriers. Il y a eu le calendrier nilotique, il y a eu le calendrier civil et autres. Mais pour le moment, nous sommes en train de se concentrer sur le calendrier kamite, qui a été basé sur le cycle de l'étoile Sotis. C'est pour ça qu'on parle de l'étoile, de calendrier zodiaque, puisqu'il est basé sur le cycle zodiaque, le cycle de l'étoile Sotis, encore appelé Sirius, encore appelé Sagittolo, encore appelé Alpha Canis Majoris. Il s'agit de la même étoile. Et c'est quoi cette étoile? C'est l'étoile la plus brillante de l'univers vue de la Terre. Elle est plus grande et plus brillante que le Soleil. Donc, c'est le point de repère de notre calendrier. Et généralement, cette étoile aussi parfois coïncide avec les eaux du Nil, avec les crues du Nil. C'est pour ça que l'étoile, ce calendrier, oui, parfois on l'appelle aussi calendrier nilotique, sans oublier qu'il y a eu d'abord un calendrier nilotique, parce que les eaux du Nil également influencent ce calendrier. Les premiers à travailler sur le calendrier kamite ont estimé que l'étoile Sotis est visible avec le soleil en même temps le 19 juillet. C'est le phénomène sur lequel s'appuie le début de notre calendrier. Le début, c'est quand l'étoile Sotis est visible en même temps que le soleil dans les cieux. On parle du lever héliaque, quand les deux sont visibles au même moment. Et la latitude, comme on va voir, la latitude compte aussi. Et la latitude qui a été prise ici, c'est la latitude de Memphis, parce que généralement, les premières personnes ont estimé que cette étoile est visible avec le soleil en même temps que le soleil le 19 juillet. C'est pour ça qu'on parle du lever héliaque. Donc, le lever héliaque a lieu le 19 juillet. Le 19 juillet. Ce calendrier, les travaux de 1839 ont plutôt estimé que le lever héliaque a lieu le 20 juillet. Le 20 juillet. Donc, l'essentiel des travaux situe le lever héliaque entre le 19 juillet et le 30 juillet. Donc, voilà l'essentiel des travaux. Et on rappelle encore ce qu'on entend par le lever héliaque. On parle du lever héliaque quand l'étoile Sotis, il y a deux, il y a A et il y a B. Bon, pour ne pas nous embrouiller, quand l'étoile Sotis est visible en même temps que le soleil dans le ciel, on parle du lever héliaque. Et généralement, les premières personnes ont estimé que ce lever héliaque a lieu entre le 19 juillet et le 30 juillet. Mais ceux qui ont travaillé sur cela ont pris en compte le calendrier julien. Parce qu'il y a une différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Avant, c'est le calendrier julien qu'on utilisait en Europe, dans l'Occident. Le calendrier qui a été mis sur pied par Jules César. C'est pour ça qu'on appelle cela le calendrier julien. Après, il y a eu le pape Grégorios XIII. Le pape Grégorios XIII qui est venu au XVe siècle mettre fin à ce calendrier julien pour instaurer un autre calendrier qu'on appelle cette fois-ci le calendrier grégorien. En son honneur, c'est le calendrier que l'Occident utilise actuellement et c'est le calendrier que nous utilisons pour le moment puisque nous sommes en train, l'Occident nous a colonisé, l'Occident nous a pardon, presque imposé ces fêtes, ces événements, ces croyances et autres. Or, il y a décalage entre les deux calendriers. Et le 20 juillet du calendrier julien tombe bien sûr le 3 août ou le 4 août du calendrier grégorien. Donc ceux qui ont prouvé que le lever héliaque s'est levé le 19 juillet n'ont pas tort. Et ceux qui ont prouvé que cela s'est levé le 3 août n'ont pas tort. Ça dépend du calendrier sur lequel ils se sont basés. Ceux qui se basent sur le calendrier julien vont tomber le 19 juillet. Ceux qui se basent sur le calendrier grégorien vont tomber le 3 ou le 4 août. D'ailleurs, les observations faites en 2000 ont montré le lever héliaque le 3 août. Et les observations des Dogons du Mali ont montré le 1er août.
Mais il s'agit ici d'une autre latitude d'observation parce que la latitude d'observation compte. D'où est-ce qu'on observe cette étoile? Si on observe cette étoile, par exemple, de Douala, d'Abidjan, de Lomé, d'Haïti, on ne s'en sera pas la même que si on l'observait du point de repère de nos ancêtres, qui est l'Égypte pharaonique. Donc, la latitude, ici, là, on est dans la latitude de Memphis, en Égypte pharaonique. Donc, mais que ce soit le 19 juillet, que ce soit le 3 août, toutes ces deux dates ne sont pas les nouveaux, ne représentent pas le nouvel an kamique. Les deux dates sont illusoires. Les deux dates sont illusoires, pourquoi? Pour la simple raison que l'année kamique a 365 jours net. Il n'y a pas un jour qui s'ajoute. Or, l'année du calendrier grégorien a 365 jours et les années bissextiles, ce calendrier a 366 jours. Donc, le calendrier, il y a deux dates, le calendrier, il y a un jour de plus qui s'ajoute chaque 4 ans. Et puisqu'il y a déjà deux repères différents, une date ne peut pas avoir la même signification dans les deux. On ne peut pas dire le nouvel an, c'est le 3 août. Si le nouvel an tombe le 3 août cette année, après 4 ans, une année bissextile, ou un jour s'ajoute dans le calendrier grégorien, le nouvel an ne pourra plus jamais tomber le 3 août, ça sera le 2 août et autres. Et il y aura décalage au fur et à mesure, il y aura décalage au fur et à mesure. Nous sommes par exemple en 2024, donc comme je disais, c'est que le nouvel an tombe le 3 août de cette année. Après, l'année prochaine, ce sera le 2 août. Il ne peut pas avoir de concordance parfaite entre les deux calendriers. Nos ancêtres qui ont mis sur pied le calendrier kamite ne se basaient pas sur le calendrier grégorien pour observer leurs événements. Donc ce n'est pas au calendrier kamite de se baser sur le calendrier grégorien. C'est le calendrier grégorien qui vient après, qui doit prendre appui sur le calendrier kamite, sur notre calendrier. Ce n'est pas le contraire qui doit se faire. Donc, puisque un élément majeur entre en jeu, la crue du Nil, puisque le calendrier kamite est aussi un calendrier qui s'appuie aussi sur le calendrier nilotique, les saisons. On va donc prendre le 19 juillet comme début, puisque c'est autour du 19 juillet que les crues du Nil ont lieu. Donc ici, nous allons donc prendre le 19 juillet comme le début du calendrier kamite. Quand on parle du 19 juillet, c'est le 19 juillet comme point de départ. Il ne s'agit pas de répéter les 19 juillet tous les jours, puisque comme nous venons de voir, il ne peut pas avoir un même jour qui chaque année dans le calendrier grégorien. Sauf si on est en train d'extrapoler, il ne peut pas avoir un jour fixe. Soit on reste dans le cadre de notre calendrier, soit on extrapole, parce qu'il y a d'autres travaux qui ont estimé que, il faut souligner ces travaux, que il y a eu, quand les étrangers, les ennemis qui prennent l'Égypte pharaonique, observent le calendrier, ils proposent une réforme du calendrier en augmentant un jour épagomène. On va voir les jours épagomènes, puisque le calendrier kamite a 360 jours plus 5 jours épagomènes. On va entrer en détail plus tard, toujours dans cette vidéo. Alors, ces travaux ont estimé que puisque cette réforme a été refusée par nos ancêtres, c'est-à-dire les Kamites qui habitaient l'Égypte pharaonique, ont estimé qu'on ne peut pas toucher ce calendrier qui a été en cours pendant des millénaires, on ne peut pas le toucher. Alors, les nouveaux travaux estiment que nos ancêtres ont eu tort, il faut toucher ce calendrier, il faut augmenter un jour épagomène. Et si on augmente ce jour épagomène, on est dans ce 6e jour épagomène. Il n'y a plus de différence entre le calendrier kamite et le calendrier grégorien, puisque ça sera désormais la même chose. Si nous voulons rester fidèles à notre calendrier, on doit considérer un calendrier kamite avec 365 jours. Il n'y a pas de jour de plus. On ne doit pas forcer un 6e jour épagomène pour faire que les années bissextiles
puisque le calendrier grégorien a accepté les années bissextiles, nous acceptons aussi les années bissextiles pour nous conformer à leur calendrier. Et pourtant, ce n'est pas notre calendrier qui doit se conformer à leur calendrier, c'est leur calendrier qui s'est conformé à notre calendrier. Donc, c'est mal pensé de vouloir augmenter ce sixième jour. Au départ, nous l'avons fait, je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand nos premiers modèles de calendrier, nous l'avons fait, mais c'est avec le temps que nous nous sommes rendus compte que nous devons rendre hommage à la maths, à la justice, nous devons rétablir la vérité scientifique, ou bien rétablir la logique de nos ancêtres. Et nous allons maintenant voir le cycle de Sothis et la gestion du nouvel an kamique et d'autres fêtes. Et le cycle de l'étoile Sothis est de 1460 ans. Cela veut dire quoi? L'étoile Sothis fait un tour complet en une période de 1460 ans. La civilisation égyptienne. Pour ceux qui ont estimé que la civilisation égyptienne a débuté en 3200 avec l'unification des deux terres, se sont beaucoup trompés, puisque pour qu'ils puissent se rendre compte que l'étoile Sothis fait un tour complet en 1460 ans, cela veut dire qu'ils ont mis plus de 15 ans d'observation pour pouvoir se rendre compte de cette réalité. Donc, la civilisation égyptienne est vieille de plus de 15 000 ans. Donc, ceux qui estiment qu'elle a commencé en 3200 avec l'unification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte se trompent énormément. Et chaque année, une année solaire, il faut faire la différence, une année solaire a 365 jours plus un quart de jour. Le calendrier kamique reconnaît une année de 365 jours, repartie en 12 mois de 30 jours, 12 mois de 30 jours, et ce qui fait 360 jours, plus 5 jours épagomènes. Cela fait 365 jours. Voilà le calendrier kamique. Et le calendrier grégorien absorbe, on a dit que l'année solaire a 365 jours plus un quart. Le calendrier grégorien absorbe ce quart de jour en une période de 4 ans pour former une année bissextile. Je répète, l'année solaire a 365 jours plus un quart de jour. Ce quart de jour, c'est 6 heures. Maintenant, comment rattraper les 6 heures de l'année? Le calendrier grégorien a estimé que il faut que pour rattraper ces 6 heures, on crée un jour de plus au cours de l'année pour former une année bissextile. Donc, au bout de 4 ans, cela va faire 6 heures fois 4 qui font 24 heures, donc une journée. C'est pour cela que le calendrier grégorien a reconnu les années bissextiles. Maintenant, nos ancêtres, comment nos ancêtres absorbaient cette fois-ci ce quart de jour, ces 6 heures? Nos ancêtres absorbaient cela à la fin d'un cycle zodiaque, c'est-à-dire à la fin d'une période de 1460 ans, pour former cette fois-ci une année, tandis que les autres forment un jour après 4 ans. Nos ancêtres forment une année après 1460 ans. Ça revient au même. Le cadre est absorbé. Le plus important, c'est d'absorber le cadre qui s'ajoute chaque année. Donc, voilà comment nos ancêtres ont absorbé le calendrier, ont absorbé ce cadre. Et refaisons les calculs. Et pour ceux qui n'aiment pas le calcul, nous allons nous excuser un peu. On va faire les calculs. Lors de cette présentation, on va beaucoup faire les calculs. Et les 6 heures qui s'augmentent à la fin de chaque année, et multiplié par le cycle social de 1460 cette année, et donne 8760 heures. Et les 8760 heures, si on divise maintenant par 24 heures pour trouver le nombre de jours, ça fait 365 jours, donc un an. C'est pour ça qu'on absorbe ce quart de jour qui arrive à la fin de chaque année en une période de 1460 ans. Et le cycle social, cette fois-ci, n'a plus 1460 ans. C'est le cycle social a maintenant 1461 ans, plus un an de plus ajouté. Cette année, on appelle cela les années des divinités. Donc voilà comment nos ancêtres ont fait pour absorber ce quart de jour qui s'augmente à la fin
de chaque année. Le premier modèle de calendrier pour pouvoir se conformer au calendrier grégorien avait du mal à gérer les années bissextiles du calendrier grégorien. Et qu'est-ce qu'on faisait? On ajoutait un sixième jour épagomène qu'on appelait la Mahat. Et le souci s'est posé qu'il faut s'émanciper totalement du calendrier grégorien. On ne peut pas nous conformer à ce calendrier, comme je disais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre la logique du calendrier grégorien et considérer uniquement notre logique. Et pour cela, on ne peut plus forcer un sixième jour épagomène pour pouvoir nous conformer au calendrier grégorien. Cela ne marche pas. Ce n'est pas rendre hommage à la science, ce n'est pas rendre hommage à nos ancêtres qui ont conçu ce calendrier. Le calendrier Kamit a été inventé en moins 4236. On est dans le calendrier grégorien. Donc, l'an 1 du calendrier Kamit correspond à moins 236, 4236. Je précise bien, moins 4236 du calendrier grégorien. Et depuis cette date, dès le 19 juillet, moins 4230 du calendrier grégorien qui coïncide avec le début de notre nouvel an, notre calendrier a continué selon son cycle normal sans chercher à imposer un sixième jour épagomène pour pouvoir se conformer au calendrier grégorien. Donc il n'y a pas d'arrêt dans notre calendrier. C'est pourquoi on peut dater tous les événements selon notre calendrier. On peut dater tous les événements selon notre calendrier parce que ce calendrier a continué sans arrêt. Donc, on ne prend plus de repères sur le calendrier grégorien. Et si on ne prend plus de repères sur le calendrier grégorien, cela entraîne une révolution parce que nos dates, les dates de nos événements ne peuvent plus jamais avoir une date fixe sur le calendrier grégorien. Si on veut rester dans la logique de nos ancêtres, on ne doit pas chercher la conformité entre les deux calendriers en disant oui, chaque 19 juillet, on déclenche et c'est le nouvel an, chaque 3 août, c'est le nouvel an, et la Kwanzaa, c'est telle date. Non, 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 ça ne peut plus tenir comme ça. Maintenant, on va définir la Kwanzaa, on va définir le nouvel an dans notre calendrier, et quitte à ce que c'est le calendrier grégorien qui va se conformer à notre logique, et jamais le contraire. Forcer un sixième jour, c'est rester dans la logique c'est constituer notre calendrier au calendrier grégorien. Et si nous le faisons, pourquoi ne pas adopter une fois le calendrier grégorien et rester tranquille? Ça, c'est la question. Si nous voulons faire œuvre scientifique, si nous voulons rendre hommage à la Mahat, nous sommes bien obligés de rendre hommage aux travaux qui ont été faits par nos ancêtres et de remettre à jour ces travaux. Pas de les travestir, puisque la nécessité de les travestir ne s'impose même pas. On peut les modifier si la nécessité s'impose. Mais puisque la nécessité ne s'impose pas, je ne vois pas pourquoi on devrait forcer un sixième jour épagomène dans notre calendrier. Excusez. Donc, comme était en train de dire, toutes les fêtes, il ne peut plus avoir de correspondance parfaite entre les deux calendriers. Et nous allons donc passer à la présentation générale du calendrier, aux saisons de l'année Kamit. On est déjà en train de présenter cette fois-ci le calendrier Kamit et beaucoup de travaux sont... Cette vidéo va un peu durer juste parce qu'il faut qu'on s'accorde sur ce calendrier. C'est l'un des fondamentaux, c'est l'une des bases de notre renaissance. Si déjà nous ne pouvons pas rendre hommage à la Mahat dans ce calendrier, ça sera difficile pour nous de renaître. Il faut que... Donc, nous sommes sur les saisons de l'année et on va faire une présentation générale du calendrier. Nous rappelons que beaucoup de travaux ont été faits sur le calendrier. Nous suivons juste la logique des travaux qui ont été faits par des organisations comme le GRATA, 2 heures pour Kamita, Tango et un travail fantastique de notre frère Nkono qui a beaucoup travaillé sur ce calendrier. Nous lui rendons un très grand hommage pour le travail fait. Je crois que c'est lui qui a le plus apporté à ce calendrier. Du moins, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes ont déblayé les chemins pour ce calendrier Kamit. Et les Africains doivent se situer dans leur paradigme de pensée.
Et avec ce calendrier, nous étions dans notre paradigme de pensée. Et ce calendrier est donc d'une nécessité absolue. Tous les Kamites doivent maîtriser ce calendrier. Et les nations Kamites qui s'émancipent de l'impérialisme occidental devraient prendre ce calendrier comme la base de leurs enseignements, comme la base de la mesure de leur temps. Il est temps qu'on retourne à nos fondamentaux. Il est temps qu'on retourne, qu'on fasse notre renaissance, qu'on réussisse notre renaissance. Donc, le découpage de ce calendrier, l'accent est mis sur l'agriculture, puisque l'agriculture a beaucoup contribué. On dit souvent, ce calendrier devrait être naturellement indétachable des préoccupations sociales. Et les préoccupations de la société étaient plus l'agriculture. C'est pour cela que le découpage est basé sur les grandes phases agricoles. Et plus précisément, le poids important revient au fleuve Itero. Itero qui est le Nil. Donc, le calendrier Kamid reconnaît 3 saisons. Il y a la saison de Péret, la saison de Shemo et la saison de Aket. Donc, on va commencer avec la saison de Aket. La saison de Aket correspond à la saison des crues, les crues du Nil. Pendant cette saison, à partir du 13 juillet, du calendrier grégorien, généralement autour du 13 juillet, et les eaux du Nil débordaient leur lit. C'est pour ça qu'on parle de crue, on parle de crue quand les eaux, quand les eaux d'un fleuve débordent leur lit. Donc les eaux du Nil débordaient, les eaux d'Ithéro débordaient leur Nil. Et quand les eaux du Nil d'Ithéro débordaient leur Nil, ils apportaient, puisque le Nil Ithéro vient de l'Afrique noire, et ils apportaient en Égypte beaucoup d'éléments fertiles, les limons noirs et d'autres éléments fertiles. Donc, les crues du Nil, les eaux venaient en abondance pour laisser les éléments fertiles dans les vallées fertiles de l'Égypte pharaonique. C'est pourquoi les anciens Égyptiens ont toujours eu de l'admiration pour la bienveillante Afrique noire, d'où est venue leur civilisation, parce qu'ils sont leur civilisation est venue de l'Éthiopie, et également d'où les riches éléments fertiles viennent pour pouvoir fertiliser les vallées fertiles. Rappelons que l'Égypte pharaonique est désertique, donc le Nil a joué un rôle capital. Et pour que le Nil puisse jouer ce rôle capital, il fallait que les vallées fertiles soient en quelque sorte fertilisées. Et cela, ce sont les eaux d'Ithéro qui apportaient cela. Et les crues d'Ithéro ont donc joué une importance capitale. C'est pour cela que la première saison du calendrier Kamit est bien évidemment appelée Aket, la période des crues. Et durant cette période, les eaux d'Ithéro débordaient le lit. Et cette période durait environ 4 mois. C'est pour ça qu'on appelle ça la période d'Aket et qui dure également 4 mois. La deuxième période, c'est Péret. Péret, c'est la saison de culture et de germination. Après les 4 mois de la saison d'Aket, la saison des crues du Nil, cette fois-ci, quand les vallées fertiles ont déjà été bien fertilisées, il faut donc cultiver. Et cette culture prenait environ 4 mois. Et cette saison aussi encore appelée la saison d'hiver. Cette saison prenait en quelque sorte 4 mois, environ 4 mois. C'est pour ça que la deuxième saison, qui est pérette, dure également 4 mois. Donc le Nil a joué un rôle capital dans la conception de ce calendrier. On part à la troisième saison, la troisième saison qui est Shemu. Shemu est encore la saison des moissons. Shemu commence le 8e mois, vous voyez déjà les cycles. Premier cycle, Aket, les eaux du lit débordent et fertilisent les vallées. Quand le Nil reprend, Ithéro reprend son cours normal. La deuxième saison, c'est la saison de culture. On fait des cultures et on laisse le temps aux cultures de pousser. Et quand les cultures poussent, la troisième phase, la troisième saison, cette fois, c'est Shemu, la saison des moissons, la saison des récoltes. Et à partir du 8e mois, ce sont les récoltes dans toute l'Égypte pharaonique. C'est des récoltes dans toute l'Égypte pharaonique. C'est la période où on récoltait. Cette période dure également 4 mois. Donc, le calendrier égyptien a 3 périodes de 4 mois, Aket, Péret et Shemu.
Voilà les trois grandes périodes du calendrier kamite. Bien évidemment, ce calendrier ne s'applique pas toujours à toutes les réalités de l'Afrique, du monde kamite. Haïti, par exemple, n'aura pas peut-être les mêmes réalités. Euh, L'Angola n'aura pas les mêmes réalités et autres. Mais ce sont les réalités qui prévalaient en Égypte pharaonique. Donc, on est obligé de rester un peu dans ce cadre, même s'il y a les décalages avec les réalités réellement dans les autres secteurs. Et nous allons voyant pas trop de décalage. Et généralement, au 8e mois, presque partout, on est en train de récolter dans les pays d'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui Afrique kamite, Afrique subsaharienne, s'il faut l'utiliser comme ça. Et il y a sûrement des décalages, mais ces décalages ne sont pas très grands. Et nous allons donc présenter globalement le calendrier. Le calendrier kamite a 12 mois et chaque mois a 30 jours, ce qui fait 360 jours. Et il y a 5 jours épagomènes. Donc le calendrier kamite a au total 365 jours. Nous allons donc maintenant présenter les mois de ce calendrier, puisque ce calendrier, il y a également des mois. Quels sont les mois du calendrier kamite? Le calendrier kamite, nous avons vu que le calendrier kamite a 12 mois. Il faut présenter les mois. Le premier mois, c'est Djéouti. Et Djéouti, c'est ce que les Grecs ont appelé Thoth. C'est la divinité de la connaissance et autres. En choisissant ce premier mois, les anciens Égyptiens ont voulu, ou du moins ceux qui ont travaillé sur le calendrier, ont voulu rendre hommage à l'intelligence, à la sagesse, à la connaissance. Sans la connaissance, ils n'auraient pas survécu en Égypte pharaonique dans un endroit désertique. Ils n'auraient pas pu offrir à l'humanité tout ce qu'ils ont offert, puisque l'humanité, c'est l'Égypte qui a civilisé le monde entier. L'apport de l'Égypte dans toutes les civilisations n'est plus à démontrer. Et ils n'auraient pas pu réaliser toute la grandeur qu'ils ont eue au cours de l'histoire s'ils n'avaient pas de la connaissance. Nos ancêtres, les anciens Égyptiens, ont toujours inventé la connaissance. Djéouti-Kiri est le premier mois à qui on a rendu hommage, est la divinité de la lune. Il est le maître des lettres et des sciences, et la divinité des inventions, il est l'archiviste des divinités. Donc, la connaissance, comme je le disais, a été au fondement de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Djéouti est doué de tous les savoirs et de toute la sagesse. Il est respecté par toutes les autres divinités, même par les humains. Il est respecté autant par les divinités que par les humains à cause de son savoir illimité. Il a les savoirs dans tous les domaines. Il est l'inventeur des sciences et des arts, l'arithmétique, l'apprentissage, la géométrie, l'astronomie, la divination, la magie, la médecine, la chirurgie, la musique, etc. Donc Djéouti est le maître de toutes les connaissances, il connaît tout. Et il est également, c'est lui le maître de l'écriture, sans laquelle l'humanité devait perdre les connaissances qu'elle a accumulées au cours des générations. C'est lui qui a inventé les hiéroglyphes, c'est Djéouti qui a inventé l'écriture hiéroglyphique. Et il est également le garant de la succession des souverains. Et il est souvent choisi, il est souvent appelé pour faire l'arbitrage entre les divinités. Donc quand les divinités ont souvent des problèmes, la plupart du temps, c'est lui qu'on appelle pour pouvoir essayer de jouer à l'arbitrage. Dans le conflit qui oppose Horus à son oncle Seth, l'oncle d'Horus Seth arrache l'œil d'Horus et c'est Djéouti qui va le soigner, puisqu'on a vu que Djéouti a toutes les connaissances. C'est Djéouti qui va le soigner. Et quand Horus était encore dans le ventre d'Isis, Seth voulait tuer Isis. C'est Djéouti qui a protégé Isis jusqu'à ce que Horus naisse et jusqu'à ce qu'il grandisse et puisse être un homme pour pouvoir revendiquer le trône d'Égypte pharaonique à son oncle. Donc, Djéouti préside aussi à l'audition des défunts et parfois c'est lui qui pèse le cœur des défunts au tribunal d'Osiris. Donc, voilà le premier mois qui est Djéouti, qui rendait hommage à Djéouti. Le deuxième mois, c'est Pan-Ipet. Pan-Ipet, qui est encore appelé
Phaopie chez les étrangers appellent également Phaopie en Grèce. Et Pan-Hypet est lié à la fête d'Opep. La fête d'Opep qui se célébrait en Égypte ce deuxième mois. Et cette fête durait 11 jours sous le règne de Hatshepsut et 28 jours sous le règne de Ramsès III. Et durant cette fête, on estimait que Ra se déplaçait de Karnak vers Luxor. Donc voilà le deuxième mois, Pan-Hypet. Le troisième mois, c'est Hut-Oro. Hut-Oro que les étrangers appellent Hathor. Hut-Oro, elle signifie maison d'Isis, c'est l'épouse, maison d'Horus, c'est l'épouse d'Horus. Elle est la divinité de l'amour, la divinité de la beauté, de la maternité et de la joie. Voilà Hut-Oro. Elle est également l'œil du dieu Ra. Et comme nous venons de dire, elle est l'épouse d'Horus. Elle était très vénérée en Égypte, très populaire en Égypte, et même hors d'Égypte. Elle est représentée avec la tête d'une vache qui porte le disque solaire entre ses cornes. Donc, on estime que c'est elle qui est à l'origine des crues du Nil, des crues du Terreau. Et quand on voit le rôle important que les crues du Terreau jouent dans l'Égypte pharaonique, on comprend très aisément pourquoi elle a été autant vénérée, puisque c'est elle qui est à l'origine des crues, au point où on lui a consacré, nos ancêtres ont consacré le deuxième mois en son hommage. Le troisième mois, c'est le quatrième mois, autant pour moi, puisque le premier mois c'est Djéouti, le deuxième c'est Pan-Hypet, le troisième c'est Hut-Oro, le quatrième mois c'est Kaheka. Le Kaheka est encore appelé Koyak par les étrangers. Et ce mois célèbre les mystères d'Osiris. Et ce mois il commémore les principaux épisodes de la vie d'Osiris. Son assassinat par Seth, sa momification par Isis et Anubis, sa victoire sur la mort. Et petite histoire, Osiris, Seth, Isis et Nephthys sont les enfants de Nout et Geb. Et Nout et Geb se sont tellement aimés que même le dieu Atum-Re a décidé de les séparer. Et puisque quand Atum décide de les séparer, Nout est enceinte. Quand Nout est enceinte, et elle refuse cette séparation, son père, pour le punir, décide qu'elle ne va jamais accoucher pendant les 360 jours que lui, Atum, a créé. Et c'est pour parler à cela que Djéouti crée 5 jours de plus. Ce sont les 5 jours épagomènes que Djéouti crée pour que ses enfants puissent revenir, ses 4 enfants puissent venir à la vie et plus tard Horus. Donc voilà, excusez, Osiris. Et quand ces 4 enfants naissent, Geb est le roi d'Égypte, le premier roi d'Égypte. Et Geb fait un mauvais partage de succession et donne à Osiris le trône d'Égypte et les terres fertiles et les vallées fertiles, et donne à Seth, ses 2 garçons, il donne à Seth le désert. Seth se fâche, assassine son frère Osiris et devient le roi d'Égypte et s'autoproclame le roi d'Égypte. Et quand Seth découpe Osiris en plusieurs morceaux, sa femme Isis, et aidée par sa sœur Nephthys, recollecte ces morceaux à travers l'Égypte et le recolle, et il revient à la vie, il est ressuscité, en tant que ressuscité, il devient le maître de la mort et de la vie. Mais il a désormais le pouvoir sur la mort et sur la vie, et désormais chaque défunt doit passer devant son tribunal. Ce mythe d'Osiris, ou bien pas ce mythe, ce récit d'Osiris est transposé dans le domaine agricole avec les crues du Nil qui partent, et avec les crues du Nil, on estime qu'on est encore à la première période Akhet, et cette période est en train de finir. Et quand les crues du Nil partent, on va mettre les semences au sol, les semences vont mourir avant de pouvoir
revenir plus, on va dire quoi, plus nombreuses les semences, et plus nombreuses les semences, euh, plus nombreuses. Alors, avec cette fête, les anciens Égyptiens sont en train de supplier en quelque sorte Osiris pour que la mort des graines qu'on va mettre au sol puisse être prospère, puisse rendre les graines comme Osiris, c'est-à-dire il devient encore plus puissant, puisqu'après sa mort, Osiris est devenu plus puissant qu'il ne l'était de son vivant quand son frère Seth ne l'avait pas encore tué. L'autre mois, le 5e mois, c'est Ta-Abet. Ta-Abet, qui est le 5e mois. Et le 6e mois, c'est Pan-Mekeru, qui est encore appelé Meshir par les étrangers. Et le 7e mois, c'est Pan-Eman Otepu. Pan-Eman Otepu, c'est le 7e mois. Il est encore appelé Faminot. Et ce mois rend hommage à Amenhotep. Amenhotep, qui est le père de Thutmosis Ier, et il est le fils d'Amosis Ier et de Néfertari. Nous connaissons le rôle de Néfertari dans la grande civilisation égyptienne, façonnée par nos ancêtres kamites. Nous connaissons le rôle de Néfertari dans cette civilisation. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent connaître, si des gens ne connaissent pas ce rôle, qu'ils s'inscrivent aux études panafricaines que nous faisons, parce que nous sommes en train d'étudier cette civilisation de fond en comble. Nous n'étudions pas seulement la civilisation d'Égypte pharaonique, nous étudions toutes les grandes civilisations qui ont émergé, que ce soit Zimbabwe, la Nubie, le Ghana, Mali, Songhai, toutes les grandes civilisations kamites qui ont émergé dans l'histoire. Nous faisons une étude approfondie. Donc, Amenhotep est celui que globalement les étrangers appellent Amenophis. Donc quand vous voyez Amenophis, vous comprenez tout le rôle que Amenophis a joué dans l'histoire de l'Égypte kamite, de l'Égypte pharaonique. Le 8e mois, c'est... Là, on est toujours au 7e mois, Pan-Iman Otepu. Et Amenhotep a fait construire plusieurs temples. Il a révolutionné en quelque sorte la religion atomiste d'Égypte pharaonique. Atomiste, c'est-à-dire la croyance en la toute-puissance d'Atum. Atum comme le dieu suprême. Amenhotep a mené beaucoup de campagnes militaires pour étendre ses frontières. Il était très très vénéré en Égypte pharaonique. Il a agrandi le temple de Karnak. Il a agrandi le grand temple de Karnak. Et il a été divinisé à sa mort, ainsi que sa mère Néfertari. Et d'ailleurs, Moïse est en Égypte à la même période que lui. Et c'est pour cela que, avec la grande réforme qu'il a fait dans le domaine religieux, Moïse a été séduit par cette grande réforme. Et désormais, Moïse va vouloir aller appliquer ces réformes dans le monde juif, créant la religion qu'on appelle le judaïsme. Et plus tard, le christianisme puisera dans ce judaïsme. Donc, le judaïsme n'est qu'une mauvaise copie de la religion d'Égypte pharaonique, tout comme le christianisme n'est qu'une mauvaise copie du judaïsme, tout comme l'islam n'est qu'une mauvaise copie du christianisme. Donc voilà en quelque sorte la logique. Que je le redis encore, que les fanatiques religieuses m'excusent, c'est la science. Même tous les grands intellectuels européens, juifs et arabes le savent. Ils savent que leur religion n'est qu'une mauvaise copie de la religion originelle d'Égypte pharaonique, celle que nous sommes en train de... celle que l'Égypte pharaonique, celle dont nous parlons actuellement. Donc, le 8e mois, c'est Pan-Renout. Pan-Renout, qui est aussi appelé Farmouti par les étrangers, c'est le 8e mois. Et la transcription, c'est celui de Renoutet. Donc, on n'a pas de grandes informations là. Avec le temps, nous allons trouver des informations. Et le 9e mois, c'est Pan-Konso. Et il est encore appelé Pachon par les étrangers. Ce mois encore appelé Pachon par les étrangers. Et ce mois commémore la défaite de la divinité Seth, qui a été transformée en porc. Je vous ai parlé du conflit, du fait que Seth a assassiné son frère Osiris. Et quand Seth assassine son frère Osiris, quand le fils d'Osiris, Horus, naît, quand il grandit, il engage un conflit à mort avec son oncle Seth.
Et au bout de ce conflit, 7 perd le combat. Et ici, au ce mois-ci, on est en train de, en quelque sorte, de célébrer sa défaite. Et il a été transformé en porc. Le porc est désormais assimilé à Seth par les anciens Égyptiens et haï comme Seth lui-même. Donc les anciens Égyptiens détestaient le porc parce qu'ils estimaient que c'est Seth qui a été transformé en porc. Quand il a perdu, il a été transformé en porc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne consommait pas. Il consommait le porc. Nos anciens Égyptiens consommaient le porc. Au cours de cette fête, les porcs étaient sacrifiés. Et au cours de ce mois, les porcs étaient sacrifiés. Vous allez par exemple comprendre pourquoi l'islam a autant détesté le porc sans donner une justification sérieuse. Et il ne peut pas donner une justification sérieuse parce que, en fait, détester le porc retourne une loi en Égypte pharaonique avec celle qui a été transformée en porc et le porc dès cet instant a été détesté comme cette lui-même. Ce mois célèbre également la divinité Khonsu. Khonsu est une divinité qui était à l'origine maléfique. Et c'était une divinité terrifiante et associée aux maladies et autres. Donc c'est une divinité qui apportait des maladies. Et c'est une divinité détestée, une divinité qui était détestable, qui n'aimait pas les gens humains. Mais plus tard, cette divinité a changé, elle est devenue une divinité bienfaisante qui protégeait les gens humains et qui soignait. Il est devenu la divinité euh, de la médecine. Il soignait les êtres humains, il les protégeait et les guérissait. Et il est devenu le symbole du rajeunissement éternel. Donc beaucoup de sanctuaires ont été élevés en Égypte en son hommage. En l'hommage de cette divinité Khonsu. Et c'est également la divinité, il est également la divinité de la lune. Et il protège les voyageurs nocturnes, les voyageurs qui voyagent dans la nuit, contre les animaux, les bêtes féroces, les animaux sauvages. Donc, quand les gens voyagent dans la nuit pour pouvoir avoir la protection, ils appellent Khonsu pour que la divinité Khonsu, pour que Khonsu puisse les protéger des bêtes féroces. Le 10e mois, c'est Pan Inet. Qui est encore appelé Paini ou Paomi. Le 11e mois, c'est Ipi. Ipipi. Donc, Ipi, c'est le 11e mois, encore appelé Epifi par les étrangers. Et au cours de ce mois, les récoltes sont intenses. 11e mois. Et le 12e mois, c'est le Mesotra. Le Mesotra, c'est le dernier mois qui signifie la renaissance des rats. Ce mois rend hommage au Dieu suprême Amon-Ré. C'est le dernier mois, le Mesotra. Nous étudions actuellement les décades et les jours du calendrier kamite. Nous avons vu que le calendrier kamite est divisé en 12 mois. Nous avons présenté les 12 mois. Maintenant, chaque mois, on a dit que chaque mois a 30 jours. Et les 30 jours sont divisés en décades, en 3 décades. Donc le mois du calendrier kamite a 3 décades. 3 décades, c'est-à-dire une décade est une période de 10 jours. Bon, c'est en quelque sorte ce que dans le calendrier grégorien reconnaît les semaines qui ont 7 jours. Maintenant, le calendrier kamite reconnaît les décades, c'est-à-dire une période de 10 jours. Chaque mois kamite, comme je disais, est divisé en 3 périodes de 10 jours appelées les décades. Il y a la première décade, la deuxième décade et la troisième décade. Donc, une année entière a 36 décades plus 5 jours épagomènes. La journée a 24 heures, 12 heures en matinée, 12 heures en soirée. Et cette division entre les 12 heures symbolise le combat entre Horus et Seth, chacun gagnant à son tour. En journée, Horus est le gagnant, en soirée a l'avantage, et en soirée, Seth a l'avantage. Chacun des deux gagnant en quelque sorte à son tour. Et les versions du calendrier de nos ancêtres n'avaient pas mis les noms, donc les noms sont venus plus tard. Et les noms sont venus plus tard pour rendre également hommage à certaines divinités, à l'Énéade plus le Dieu suprême Ra. Nous allons donc voir le nom des différentes décades. Et nous allons commencer par Chou. Et un simple rappel ici, les premiers calendriers conçus commençaient la première journée par Nut, mais pour respecter l'ordre, puisque Chou vient avant Nut,
Nut est le fils de Chou. Il était préférable de commencer par, en respectant l'ordre d'arrivée au monde dans la création. Donc nous avons commencé cette première journée par Chou. Donc Chou est le premier jour de la décade. Et Chou est une divinité, c'est l'aîné de la création avec sa sœur Tefnut. Nous avons beaucoup parlé de lui dans le cadre des études panafricaines. Et ce sont les deux, avec Tefnut, ce sont les deux enfants d'Atum-Re, et le créateur incréé. Et Chou est l'aîné de la création. Chou a la possibilité de donner la vie, c'est un fils créateur, la possibilité, il aide son père à donner, à créer, à maintenir la création. Donc, il est la divinité de la végétation. Voilà, la première journée a été à son hommage. Et la deuxième journée de la décade est à l'honneur de Tefnut, sa sœur Tefnut. Tefnut qui est l'aînée de la création avec son frère. Et elle est aussi une divinité. Et elle est la divinité de l'eau, de l'humidité. Elle forme avec son mari et ses enfants les quatre éléments primordiaux de l'univers. Et ces éléments primordiaux de l'univers sont, il y a l'air symbolisé par Chou, il y a l'eau symbolisée par Tefnut, il y a le ciel symbolisé par Nut, et il y a la terre symbolisée par Geb. Donc avec ses deux enfants, avec ses deux enfants et son mari, elle forme les quatre éléments primordiaux de l'univers. Et elle a été elle a été néanmoins jalouse des autres éléments. Elle a estimé que l'élément qu'Atom lui a donné n'était pas aussi, l'eau n'était pas aussi importante que pour ses enfants et son mari. Elle a été jalouse, elle s'est enfuie au désert et Atom Ra a envoyé la chercher. Donc voilà, en quelque sorte, Tefnut. Et elle est une fille créatrice, elle a la possibilité de créer. Elle peut donner les cas. Les cas, c'est le souffle de vie. Donc, elle peut donner les cas. Voilà. Et elle est la Mahat. La Mahat, c'est la divinité de la justice, de l'ordre. Donc, elle est la Mahat. Elle peut donner la vie, elle donne le souffle de vie. Elle crée. Puisque, il faut le rappeler, quand Atom n'a pas tout créé seul. Quand Atom a créé, Atom a donné à ses fils, à ses quatre fils créateurs, Ta, Eka, Sho et Api, la possibilité de créer. Également à sa fille Tefnut, la possibilité de créer. Donc, ce sont eux maintenant qui ont assuré la création d'autres éléments. Et aussi, dès qu'Atom crée les éléments de l'univers, il se retire de la création pour aller combattre Apophis. Et serait un de ses enfants qui, sous forme de disque solaire, assure le maintien, assure la création. Donc Ré, en quelque sorte, le remplace. Ré, c'est lui. C'est pour ça qu'on parle d'Atom Ré. Il y a Ré, il y a Kepri qui le remplace. Donc, si vous voulez avoir de plus amples connaissances, inscrivez-vous aux études panafricaines. On a beaucoup développé cela dans le cadre de ce programme. Donc, la troisième journée est Geb, en l'honneur de la divinité Geb. Et Geb, comme on l'a vu, il est la divinité de la terre. Il est le fils de Tefnut et l'époux de Nut. Et avec sa femme Nut, il était si proche que Atum-Re lui-même a décidé de les séparer. Et il a donné cette tâche à Chou, leur père, de pouvoir les séparer. Et Geb également intervient au tribunal divin lors du conflit qui oppose son fils à son petit-fils, son fils Seth à son petit-fils Horus. Donc, il intervient au tribunal puisque ce problème a été porté au tribunal des divinités pour pouvoir trancher. Et les divinités ont tranché en, en faveur de Horus. Le quatrième jour, c'est Nut. Nut, c'est le quatrième jour du calendrier. C'est l'honneur à la divinité Nut. Nut est la fille de Sho et Tefnut, la sœur jumelle d'Égypte. Elle est la mère d'Osiris, de Seth, d'Isis et de Nephthys. Elle est une divinité céleste. Sa colère est le tonnerre et ses larmes, c'est la pluie. Donc, on a vu comment elle était si proche de son mari que Atum a décidé de les séparer. Et quand Atum les séparait, elle était enceinte de ses quatre enfants. Atum, pour se venger, l'a condamné à ne pas accoucher pendant les 360 jours que lui, il a créé. Et c'est Djeuti,
la divinité de la connaissance qui a créé les 5 jours épagomènes pour que ses enfants puissent, pour que sa descendance puisse venir à l'existence. Ce qui faisait un calendrier désormais de 365 jours. Le quatrième, le cinquième jour, c'est Uzi, encore ou Osiris. Ce jour rend hommage à la divinité Osiris. Osiris était le dirigeant de l'Égypte pharaonique avant que son frère Seth ne le tue. Et il est l'épouse d'Isis. C'est lui qui a inventé l'agriculture et la religion. Donc il a été d'une importance capitale pour les humains. Celui qui a donné beaucoup, tellement aux humains. Je ne crois pas qu'il y a une divinité qui a donné aux humains comme lui. Et il a remplacé son père au trône d'Égypte comme je venais de dire. Et quand il a été assassiné par son frère Seth, sa femme Isis l'a reconnu, a collecté ses morceaux, a recollé et l'a ressuscité. Et une fois ressuscité, il est devenu la divinité des divinités parce qu'il a régné désormais sur la vie et sur la mort. C'est le premier ressuscité, le premier qui a été ressuscité. Il est devenu le souverain des morts et désormais, chaque défunt doit passer devant son tribunal pour pouvoir être jugé. Le sixième jour, c'est Aset. Aset, c'est Isis. Dans ce jour, on rend hommage à la divinité Isis et qui a recollé les morceaux de son mari. Elle a réussi à concevoir leur fils Horus. Quand elle a recollé son mari, elle a réussi à concevoir de lui leur fils Horus. Et leur fils Horus qui plus tard s'est vengé de son oncle Seth. Et Isis était très vénérée, que ce soit en Égypte et hors d'Égypte. Le septième jour, c'est Seth. Seth rend hommage à la divinité Seth. On a vu que c'est Seth qui a tué son frère Osiris. Et d'une part, Seth n'a pas été beaucoup condamné par les divinités, n'a pas été beaucoup, même jusqu'à présent, les anciens Égyptiens ont toujours gardé un climat mitigé de Seth, malgré le fait qu'il a tué son frère et autres, mais les anciens Égyptiens ne l'ont pas trop condamné. Pour la simple raison que leur père Égypte a mal fait le calcul, a mal partagé les biens. Il a presque tout donné à Osiris et lui a donné juste le désert. Et d'une part, on l'a compris. Leur père Égypte pouvait faire un partage plus équitable. Et il est devenu jaloux de son frère Osiris. Comme on a vu, il a tué son frère Osiris et il a tenté de tuer Isis et Horus. Et Djeotsi, la divinité de la connaissance, les a protégés. Et quand son neveu Horus est venu à l'existence, il a engagé contre lui une longue guerre. Une guerre qui a ébranlé toute la création. Donc, les anciens Égyptiens ont envers lui un caractère ou bien une attitude mitigée. On ne le condamne pas en bloc. Et il est nécessaire. D'ailleurs, le pharaon il incarne la force brute. Et le pharaon doit avoir son tempérament. Le pharaon doit avoir deux tempéraments, deux éléments. Il doit être capable d'utiliser la force brute contre les ennemis du royaume d'Égypte. Et il doit également savoir tempérer. Donc, Horus et Seth, le conflit entre Horus et Seth est le conflit qui agite, qui est à l'intérieur du pharaon. Et le pharaon doit intégrer tous ces deux éléments. Horus, qui est en quelque sorte la justice, l'ordre, et Seth qui est le désordre, la force et la violence. Parce que sans la violence, le pharaon ne peut pas protéger son royaume. Donc, le pharaon a besoin des deux. Et il doit avoir en lui ces deux forces contraires. Il doit avoir en lui ces deux forces contraires. Donc, cette représente la force violente qu'il déploie contre les ennemis de l'Égypte. Et je vous ai dit tout à l'heure que Atum a laissé sa création, la continuer sa création à Ré, à Képri, et s'est contenté de combattre Apophis qui menace de détruire toute sa création.
Et dans ce conflit qu'il mène contre Apophis, Seth l'aide à combattre Apophis. Non, Seth n'est pas une divinité aussi mauvaise que ça. Ce qui a rendu Seth mauvais, c'était la jalousie qu'il a éprouvée contre son frère. La jalousie qui l'a mené jusqu'au meurtre de son frère. Donc, cette aide donc à la bonne marche de la création d'Atum. C'est pourquoi, envers lui, les anciens Égyptiens ont toujours eu une attitude assez mitigée. Et le 8e jour, c'est Nephthys. Nephthys. Nephthys cette journée rend hommage à la divinité Nephthys. Elle est la divinité protectrice des morts. Et elle protège les morts et en veillant sur les sarcophages. Voilà son rôle, elle protège les morts en veillant sur les sarcophages. Pardon. Avec sa sœur Isis, elle aide les morts à atteindre le tribunal d'Osiris parce que quand quelqu'un meurt, il faut un long espace pour pouvoir atteindre le tribunal d'Osiris. Et cet espace est parsemé d'embûches. Il y a beaucoup de démons qui menacent les défunts. Alors, pour pouvoir protéger les défunts, c'est Nephthys et sa sœur Isis qui l'accompagnent puisque tous les démons tremblent devant elle. Quand les démons les voient, ils fuient pour accompagner les défunts jusqu'au tribunal d'Osiris pour qu'ils puissent être jugés. Nephthys est aussi la divinité de la bière. Donc, elle est la divinité de la bière. Elle donne au pharaon le pouvoir de voir ce qui est caché. Voilà, ce rôle revient à Nephthys. Le 9e jour, c'est Horus. Horus qui rend hommage à la divinité Horus dont nous avons parlé. Le fils d'Osiris et d'Isis. Donc, dans la lutte qu'il mène contre son frère, il sort victorieux de ce combat qu'il mène contre son frère. Et le tribunal tranche en sa faveur. Le 10e jour de la décade est Ra. Ce jour rend hommage au dieu suprême Amon-Ré, un dieu androgyne possédant les caractères masculins et féminins capables de donner la vie. Donc voilà en ce qui est de la décade. Maintenant, on voit les 5 jours épagomènes. Nous avons précisé, nous le précisons encore, que Geb et Nut se sont tellement aimés que leur père a décidé de les séparer. Et en les séparant, Nut était déjà enceinte de ses 4 enfants. Atum les a condamnés à ne pas accoucher pendant les 360 jours qu'il a créés. Pour qu'elle puisse accoucher, il fallait d'autres jours. C'est Djeotsi, la divinité de la connaissance, qui a créé 5 jours de plus, les 5 jours épagomènes, pour que ces 4 enfants puissent venir au monde et que plus tard, Horus puisse également venir au monde durant ces 5 jours épagomènes. On l'appelait les 5 jours épagomènes. Dans les 5 jours épagomènes célèbrent l'amour vrai, l'intensité de l'amour. Et bon, les 5 autres jours ont été créés par Djéotie, comme je l'ai dit. Et ces 5 jours épagomènes glorifient la naissance de cette divinité, la naissance d'Osiris, la naissance d'Isis, la naissance de Nephthys, de Seth, la naissance de Nephthys. Donc voilà la naissance de Nephthys et plus tard la naissance d'Horus. Donc, maintenant, comment lire le calendrier kamite? Lire le calendrier kamite n'est pas compliqué. L'image que vous voyez représente le premier mois du calendrier kamite, le mois de Djéotsi. Je vous ai dit que la décade, pas la semaine, la décade a 10 jours et un mois a 3 décades. Et vous voyez dans le calendrier, vous pouvez avoir les 3 décades, les 3 décades, c'est ce qui est de manière horizontale. Vous voyez les 3 décades. En plus des 3 décades, vous voyez que chaque décade a 10 jours. Et vous voyez les 10 jours de chaque décade. Et bon, simple présent, comme je vous disais, ce que vous voyez sur ce calendrier a subi des modifications. Le premier jour n'est plus neutre, le premier jour c'est maintenant chaud. Et
Le premier jour ne commence plus par JEP, je vous l'ai dit. Le premier jour ne commence plus par JEP. Le premier jour commence désormais par chou. Donc, le calendrier est facile à lire. Dans la tête du calendrier, ce n'est qu'une version du calendrier, il y a beaucoup d'autres. Mais nous allons montrer comment lire celui-ci. Dans l'entête, vous allez voir le logo des deux organisations qui ont monté ce calendrier. Il s'agit de la LIMARA, le parti politique camerounais, la Ligue des maths pour la Renaissance, pour la Renaissance africaine et la Ligue associative africaine. Au-dessous de chaque logo, vous allez voir le nom de l'organisation et vous allez voir le titre qui est le calendrier Kamit, son année. Et juste en bas, vous allez voir le slogan de la Ligue associative africaine. Et à la première ligne, on est maintenant à la première ligne, vous allez voir la saison à laquelle appartient le mois. Et à la deuxième ligne, vous allez voir le mois lui-même. Et vous allez voir les 10 jours de la décade. Et vous allez voir les numéros d'ordre de chaque jour. Puisque chaque jour a un numéro d'ordre. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 30. Chaque jour a un numéro d'ordre. Et juste en bas, vous allez voir les jolis prénoms Kamit que vous pouvez donner à vos enfants. Ce qui est en rouge, les prochaines versions seront un peu, les noms des Kamit seront un peu plus en bas. Et vous allez voir, et juste après, vous allez voir la correspondance avec le calendrier grégorien. Et cette correspondance permet juste de vulgariser le calendrier. Donc, quand le calendrier sera assez vulgarisé, pour des gens prendront déjà appui sur le calendrier, il n'y aura plus de raison de préciser cette correspondance dans le calendrier grégorien. Donc, comment nos ancêtres lisaient ce calendrier? On va prendre un jour, on va prendre le 1er août 2024. Le 1er août 2024. Vous allez voir là où il y a le 1er août sur le calendrier. Le premier mois, on est au premier mois. On est à la saison d'Aket et on est le 14e jour. Donc, nos ancêtres écrivaient 1 Aket 14 6260. Cela veut dire le premier mois de la saison d'Aket et le 14e jour. Maintenant, notre lecture, cette lecture omet le nom du jour et le nom du jour doit être précisé. Et même le nom du mois si possible. Donc nous proposons deux lectures. La première lecture, c'est qu'on met le nom du jour. Donc on va dans les Tefnou 1 à 14 6260. Donc voilà en quelque sorte comment on peut encore lire. Ou bien on peut également lire Tefnou 14 Djibouti 6260. Cette fois-ci, on n'a pas précisé la saison puisque la saison n'est pas autant importante. Donc, on peut lire le calendrier de deux manières. Maintenant, on arrive à l'un des points cruciaux de ce calendrier, la datation dans le calendrier Kamit. Il est urgent de situer les événements dans notre calendrier. Cela veut dire quoi? Si un événement s'est passé en 4000, à moins 4500, le 5 février moins 4500, il faut que nous soyons capables de situer cet événement dans notre calendrier. C'est la force de ce travail. Donc, il y a cette urgence qui se pose. Alors, pour pouvoir le faire, nous avons divisé notre calendrier en deux grandes parties, en deux grandes périodes. Et il y a eu le point 0, à partir du point 0, qui est moins 4236, qui correspond à l'an 1. Et toutes les années qui vont venir après, on a appelé ça, on a ajouté un plus, ou bien on a ajouté un AP, après IK, invention du calendrier, puisque le calendrier a été inventé en moins 4236. Et les années qui viennent avant, on les a appelés, on a mis moins devant leur nom, ou bien on les a appelés AFIK, avant invention du calendrier. Et on a commencé les années APIK, on commence par plus 1, plus 2, plus 3, ainsi de suite. Les années AFIK
commence à -1, -2, -3, -4, jusqu'à ainsi de suite. Voilà le repère qui s'affiche dans cette vidéo. Voilà en quelque sorte le repère. Il faut donc pouvoir situer les événements dans ce calendrier. Et pour le moment, on est encore obligé d'utiliser le calendrier grégorien pour pouvoir situer parce que la plupart des événements que nous connaissons sont sur le calendrier grégorien. Il va falloir donc qu'on puisse les situer sur notre propre calendrier. Donc pour le moment, on est encore obligé de faire une correspondance entre les deux calendriers. Excusez-moi vraiment. On est obligé de faire une correspondance entre les deux calendriers. Si on peut situer si on veut situer les événements. Alors, nous revenons au cycle zodiaque. Nous avons dit que le cycle zodiaque a une période de 1460 ans, plus l'année des divinités, qui faisait 1461 ans. Et au bout d'un cycle zodiaque, les deux calendriers s'égalent. Soyons plus précis. Nous avons vu que chaque année, il y a 6 heures de plus, il y a un quart de jour de plus qui s'ajoute, et que nos ancêtres, les anciens Égyptiens, absorbent ce quart de jour en un cycle de 1460 ans pour former une année des divinités. Maintenant, le calendrier grégorien absorbe ce quart de jour après chaque 4 ans pour former une année bissextile qui a 366 jours. Et au bout d'une année, au bout d'un cycle de 1460 ans, les années bissextiles, c'est-à-dire un jour de plus que le calendrier grégorien augmente pour les 4 ans, donne également un an. Donc, une période, donc 1461 dans le calendrier kamite est égal à 1461 dans le calendrier grégorien. Ce rapprochement nous permet de mieux situer les événements. Donc, on va donc découper notre calendrier en cycles zodiaques. Si on sait déjà que durant cette période, les deux calendriers s'égalisent, durant cette autre, les deux calendriers s'égalisent, alors on va donc découper notre calendrier, notre repère chronologique selon les années, selon les cycles zodiaques. Donc, vous êtes en train de voir ce découpage. Peut-être c'est un peu flou, malheureusement, mais bon. Vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Et le 19 juillet, moins 4226 est le point du départ. C'est le point 0 de notre calendrier. Il n'y aura pas des journées qu'on va forcer pour ajouter un 6e jour épagomène. Comme je vous ai dit précédemment, forcer ce jour, c'est rester un peu dans une logique de paresse, de rester dans une logique étrangère, la logique du calendrier étranger. Donc, on ne doit pas forcer ce 6e jour. On va prendre notre calendrier tel que défini par nos ancêtres, les anciens Égyptiens, c'est-à-dire un calendrier de 365 jours, pas de jours de plus, reparti en 12 mois de 30 jours. Donc, si on découpe en cycle zodiaque, nous allons voir que nous sommes actuellement au 5e cycle zodiaque. Voyons comment ça se passe. De moins 4236 jusqu'à, quand on augmente 1461 ans, ça donne moins 2775. En ajoutant encore un cycle zodiaque de 1461 ans, ça donne moins 1314. En ajoutant encore un autre cycle zodiaque de 1461 ans, ça donne moins 147. Et en ajoutant un quatrième cycle zodiaque de moins 1461 ans, ça donne 1608 du calendrier grégorien. Et si on va prendre dans le cas de notre propre calendrier, on va tomber l'équivalence de ce l'an 1608, qui est la fin du 4e cycle zodiaque, puisque nous n'avons pas encore fini le 5e cycle zodiaque, tombe en 5844 de notre calendrier kamite. Donc, le 5e cycle où nous sommes, le 5e cycle zodiaque où nous sommes actuellement, finira en 7305 de notre calendrier. Donc, maintenant, il va falloir situer. On sait déjà que nous avons épuisé 4 cycles zodiaques et une période de 5844 ans, et que nous avons déjà commencé le 5e cycle zodiaque. Mais il faut qu'on se situe dans ce 5e cycle zodiaque. Il faut qu'on se situe l'année actuelle dans le cycle de notre calendrier. Et comment le faire?
nous prenons toujours pour point de base notre calendrier le 19 juillet moins 1436. On est en 2024. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire l'an 2024 moins l'an moins 1236. Ce qui fait 6260 ans. Ça vous fait une correspondance avec le calendrier grégorien. Donc cela veut dire nous avons déjà consommé une période de 6000. Nous sommes à l'an 6260. 6260. On a mis 2024, l'année 2024 où nous sommes, moins moins 4236, le point de départ de notre calendrier, ce qui donnait 6260 années. On a vu qu'on a consommé 4 cycles zodiaques qui équivalait à 5844 années. Alors, pour savoir le nombre d'années consommées dans le calendrier, au 5e cycle, on va juste prendre les 6260 années moins les 5844 du 4e cycle, des 4 cycles, ce qui va donner une période de 416 années. Cela veut dire, dans le 5e cycle zodiaque, nous avons déjà consommé 416 années. On n'est pas encore le 18 juillet 2024, donc on n'a pas encore fini la 416e année. Et pour nous situer, il faut se situer en nombre de jours. Et pour nous situer en nombre de jours, on va faire une opération. Les 416 années déjà consommées dans le cycle zodiaque, dans le 5e cycle zodiaque, fois 365, le nombre d'années, ce qui fait 151 840 jours consommés du 5e cycle. Et nous savons qu'il y a un élément qui entre en jeu, les années bissextiles. Il y a chaque année, on augmente les années bissextiles, et on va augmenter alors les années bissextiles. Et durant cette période, durant les 416 années, il y a 104 journées bissextiles qui se sont ajoutées. On va donc augmenter les 416 années, et les 104, autant pour moi, les 104 années bissextiles, ce qui va faire 151 840 plus 104, ce qui va faire 151 944. Nous précisons que nous faisons ce calcul pour que vous compreniez, parce que c'est le logiciel qui va faire toutes ces opérations. Mais il faut quand même que vous compreniez la logique qui a prévalu, qui a guidé le logiciel, parce que le logiciel aussi, il faut le guider. Donc ces explications permettent juste de guider. Il y aura le logiciel qui va tout calculer, il va déterminer le nombre de jours et autres. Ce logiciel est encore en train d'être travaillé. C'est le moment de lancer votre contribution pour qu'il puisse s'achever rapidement. Nous avons besoin de votre contribution financière pour pouvoir l'achever rapidement. Donc n'importe qui peut mettre sa main, jeter sa pierre à l'édifice et contribuer pour que nous puissions finir cette correspondance le plus tôt possible. Donc, revenons à notre calendrier. Donc, en ajoutant les 104 jours, on tombe à 151 944 jours. Et nous savons que nous avons pris le 19 juillet, moins 4236 comme point de départ de notre calendrier. Donc, cette année devait finir le 18 juillet. Et nous, à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier 2024. Donc, l'année n'est pas encore achevée, puisque nous ne sommes pas encore le 18 juillet. Donc, on va retirer les mois que nous n'avons pas encore consommés. On n'a pas encore consommé janvier 6 jours, puisque le mois de janvier est un mois de 31 jours. Février, 29 jours, puisqu'on est une année bissextile. Le mois de février a 29 jours. Mars, 31 jours. Avril, 30 jours. Mai, 31 jours. Juin, 30 jours. Et juillet, 18 jours. Ce qui fait un total de 175 jours non consommés. Et on va retirer les 175 jours dans le nombre de jours total. On va poser 151 944 que nous avons trouvé précédemment, moins 175 qui va donner 151 769 jours déjà consommés dans le 5e cycle zodiaque. Et, excusez,
Le calendrier Kamit ne reconnaît pas les années bissextiles. Cette fois-ci, on était dans la logique du calendrier grégorien. Il est maintenant temps de passer maintenant au calendrier Kamit. Le calendrier Kamit ne reconnaît pas les années bissextiles. Donc, les 104 jours qu'on a mis dans le calendrier grégorien pour pouvoir faire compter le nombre de jours déjà consommés, on va donc les retirer les 104 jours épagomènes et les 4 des années bissextiles, puisque le calendrier grégorien ne reconnaît pas les années bissextiles. On va poser 151 769 que nous venons de trouver, moins 104, ce qui va donner 151 665 jours. On va convertir le reste des jours, on va donc les convertir en année kamite, c'est-à-dire une année de 365 jours, pas de plus, pas des jours forcés pas des 6e jours épagomènes forcés, 360 jours plus 5 jours épagomènes. Donc, on va donc diviser, on va donc poser 151 665 divisé par 365, ce qui va faire 415 années, 52. Un problème se pose. On a 52. Comment trouver 52 ans? Ça va nous créer des problèmes. Alors, on ne va pas, pour contourner le problème, on va faire simple. On va multiplier, on va trouver les jours qui correspondent aux 415 années déjà consommées. Et on va poser 415 fois 365, ce qui donne 151 475 jours. Et pour trouver le nombre de jours qui restait, on va faire simple. On va juste poser 151 665 de départ, moins 151 475 représentant les 115 années. On va trouver les 0,52 années qui se sont ajoutées, ce qui va faire 190 jours. Ça veut dire les 0,52 qui précédaient les 415 années, c'est 190 jours. On va donc situer alors les 180, ça veut dire qu'on a déjà consommé 415 années jusqu'à consommer encore 190 jours dans la prochaine année. Ça veut dire que 5844, la fin du dernier cycle zodiaque, du 4e cycle zodiaque, on tombe dans le 5e cycle zodiaque, et dans le 5e cycle zodiaque, on a consommé 415 années. Cela veut dire qu'on va poser 5844 plus 415, ce qui va donner 6259. Et on a bouclé déjà 6259 années. On a donc touché la 6260e année. Donc on est en l'an 6260. Et en l'an 6260, on a consommé 190 jours. On va donc situer les 190 jours dans le calendrier. Nous savons que le calendrier Kamit reconnaît les mois de 30 jours, pas plus. Il n'y a pas un mois qui a 31 jours, il n'y a pas un mois qui a 28 jours. Et le calendrier Kamit ne reconnaît que les mois de 30 jours. On va donc situer les 90 jours dans le calendrier et dans le calendrier Kamit. Cela veut dire, cela nous situe 6 mois font 180 jours, puisque un mois 30 jours. 6 mois font 180 jours. Il reste donc 10 jours. Ça veut dire, au 7e mois, on est au 7e mois, on a consommé 10 jours du 7e mois. Ce qui nous situe à la journée précise de Ra 10, Iman ôté pour 6260. Vous allez voir sur le calendrier la journée, vous allez voir la journée sur le calendrier qui s'affiche à l'image. Donc, sans cette correspondance que nous faisons, il devait être impossible de situer les événements dans notre propre calendrier. Et on peut facilement avec cela déterminer sa date de naissance, situer les événements, n'importe quel événement, et pour mieux situer les événements, nous avons découpé en période de 12 ans pour mieux faire la correspondance, situer les événements, et nous avons répété les 12 ans à l'infini pour pouvoir facilement situer les événements dans notre calendrier. Et je vous le dis, une correspondance parfaite sera faite en ligne et n'importe qui pourra aller en ligne, prendre une date et trouver sa correspondance dans le calendrier Kamit. Chacun peut le faire, chacun pourra le faire bientôt. Et pour arriver là-bas facilement, je vous interpelle encore pour votre soutien. Sans ce soutien financier, on ne pourra pas avancer.
Et les chantiers de la Renaissance sont nombreux et demandent votre contribution. Sans ça, on ira très rapidement et c'est notre race qui souffrira. On continuera toujours de se faire mépriser dans le monde et autres. Donc, nous n'avons pas le choix. Soit nous mettons l'amour, nous construisons une communauté, nous construisons une renaissance, soit nous continuons de souffrir à travers la planète. Nous l'avons déjà fait pendant plusieurs millénaires et pendant plus de 2 millénaires, ça ne suffit pas et on continuera tant qu'on n'aura pas réussi notre renaissance. On n'a pas le choix. Et si les frères et les sœurs Camille ne peuvent pas soutenir la Renaissance, qu'ils ne viennent pas pleurer après. Nous allons faire ce qui est sûr, nous allons toujours faire ce que nous pouvons faire, mais nous allons faire ce que nos moyens, nos forces nous permettent de faire. Et plus tard, peut-être que si vous ne soutenez pas, peut-être plus tard, nos enfants vont toujours continuer à être méprisés dans la planète. Peut-être qu'ils pourront également finir par prendre conscience et se mettre ensemble pour soutenir le projet de renaissance de notre race. Euh, donc, ce travail est fait par la Limara, Ligue des masses pour la Renaissance africaine, c'est un parti politique camerounais, et son organisation sert la Ligue associative africaine. Il y a une nécessité de rupture épistémologique, de rupture sur la manière de penser, la manière de concevoir les idées. Nous devons désormais concevoir nos idées, nous penser comme nos ancêtres, la logique, la voie fixée par nos ancêtres. Si nous voulons être respectés dans le monde, nous devons nous former. Donc, mes chers tous, voilà en quelque sorte la quintessence de ce calendrier Camille. Nous vous rappelons que très bientôt, la correspondance parfaite sera en ligne. N'importe qui pourra faire des correspondances, mais pour cela, il va falloir des moyens financiers, votre soutien pour cela. Donc, plus vous soutenez, vite plus cela va arriver. Moins vous soutenez, moins cela va arriver. Et il est urgent de faire des correspondances sur notre calendrier. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà le travail que la Ligue associative africaine et la Limara ont fait pour vous dans le cadre de ce calendrier Camille. Portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres séances. Nous vous rappelons que notre site web, vous pouvez vous abonner à notre site web pour avoir beaucoup d'autres connaissances dans le monde kémique, le monde du kémicisme et autres. Vous pouvez vous abonner et voir d'ailleurs cette vidéo sera également présente dans le site web. Cette vidéo publique n'est que l'une des rares vidéos publiques dans le site web. Il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas publiques et qui forment à la Renaissance Camille.